Alors déjà, je préfère poser un cadre. Ce que je vais dire aujourd'hui ne consiste pas à défendre les comportements oppressifs, les violences ou les discriminations sous prétexte que personne n'est parfait. Ce n'est pas non plus un appel à abandonner toute exigence politique. Au contraire, je pense que nos mouvements ont besoin d'exigence. Ils ont besoin d'autocritique. Ils ont besoin de personnes capables de reconnaître leurs privilèges, leurs erreurs et de les corriger. Mais il y a une différence immense entre demander à quelqu'un d'être capable d'évoluer et attendre de cette personne qu'elle n'ait jamais rien à apprendre. Et c'est cette frontière-là qui m'intéresse. Parce qu'au fond, si le militantisme sert à transformer la société, il faut aussi accepter que les individus sont eux-mêmes dans une logique de transformation permanente. Certains espaces militants fonctionnent parfois comme si une personne devait arriver déjà déconstruite et consciente de tous les rapports sociaux dans le monde qui l'entoure. Comme si, le jour où elle décide de rejoindre une lutte, elle devait avoir lu tous les auteurs, connaître toutes les terminologies, maîtriser toutes les analyses féministes, antiracistes, anticapitalistes, antivalidistes, écologistes, queer, antispécistes, et j'en passe. Et surtout, comme si elle ne devait jamais se tromper. Or, ce n'est pas comme ça que les êtres humains fonctionnent. Personne n'est féministe ou anticapitaliste. Personne n'est non plus avec une compréhension parfaite des rapports sociaux, puisque ces mécaniques interviennent pour contrer des concepts profondément artificiels, comme la misogynie ou le capitalisme. À sa naissance, aucun militant ne sait qu'il devra passer sa vie, ou tout du moins une partie de celle-ci, à se battre contre un système individualiste et les inégalités qui en émeuvent. C'est également ce que défendait Paulo Freire dans Pédagogie des opprimés. Pour lui, l'émancipation ne vient pas d'une vérité révélée par quelques personnes plus éclairées que les autres. Elle naît d'un processus de conscientisation où l'on apprend collectivement à comprendre les mécanismes de domination et à agir contre eux. Autrement dit, apprendre est déjà un acte politique. Si l'on refuse aux personnes le droit d'apprendre parce qu'elles ne savent pas encore, alors on détruit précisément le processus d'émancipation que Freire décrit. Il y a quelque chose d'assez paradoxal dans cette logique de pureté militante. On milite souvent parce qu'on croit que les êtres humains sont capables de changer. Sinon, à quoi bon vouloir convaincre des gens? À quoi bon faire de l'éducation populaire? À quoi bon distribuer des tracts, organiser des conférences ou produire des podcasts? Et à quoi bon produire du contenu militant sur les réseaux sociaux? Si l'on considère qu'une erreur définit quelqu'un de façon indélébile, alors le militantisme perd tout son sens commun et ne devient qu'une performance individualiste et narcissique de son propre éveil politique. Parce que convaincre suppose précisément que les personnes puissent évoluer. Cette idée n'est d'ailleurs pas nouvelle. Le philosophe italien Antonio Gramsci expliquait que la bataille politique est aussi une bataille culturelle. Les idées dominantes ne sont pas naturelles, elles sont produites et entretenues par les institutions, les médias, l'école, la famille ou le travail. Autrement dit, nous grandissons tous dans une société traversée par le sexisme, le racisme, le capitalisme ou encore le validisme. Il serait donc étrange d'imaginer que quelqu'un puisse entrer dans une lutte sans avoir intériorisé une partie de ces mécanismes. Si l'on prend Gramsci au sérieux, le militantisme ne consiste pas à séparer les bons des mauvais, mais à créer les conditions permettant à chacun et chacune de remettre en cause ce qu'il ou elle avait appris jusque-là. Et cette possibilité d'évolution devrait aussi exister à l'intérieur de nos propres organisations. Je pense qu'une partie de cette culture de la pureté vient aussi des réseaux sociaux. C'est vrai que sur Internet, tout est public. Tout y est archivé, sorti de son contexte et souvent immédiatement jugé. Les plateformes récompensent les prises de position définitives, les dénonciations rapides, les réactions émotionnelles. Elles récompensent en effet rarement les discussions longues, les contradictions ou les processus de remise en question. Or, les luttes politiques ont besoin exactement de l'inverse. Elles ont besoin de temps, de débat, de nuances et de confiance. Le sociologue Erving Goffman n'a évidemment jamais connu Twitter ou TikTok, mais ses travaux sur la présentation de soi restent étonnamment actuels. Il explique que nous adaptons constamment notre comportement au regard des autres. Les réseaux sociaux exacerbent ce phénomène. Ils nous poussent parfois à construire une image de militant irréprochable, davantage qu'à mener un véritable travail politique. En somme, les réseaux sociaux nous poussent à créer du contenu performatif plutôt que du contenu militant. Et c'est le cas de beaucoup de créateurs militants sur les plateformes comme TikTok ou Instagram, et parfois moi le premier. Et cette mise en scène permanente, elle peut produire une forme d'autocensure. On cherche moins à comprendre qu'à éviter d'avoir tort publiquement.
Il existe aussi une autre conséquence beaucoup moins visible de la pureté militante. Cette conséquence, c'est la peur. La peur pour certains et certaines de parler, de poser une question, de reconnaître qu'ils ne savent pas, ou la peur de dire quelque chose de maladroit et d'être cancel. Et cette peur, elle produit un effet très concret sur le milieu militant. Des personnes se taisent, d'autres quittent les collectifs, et surtout, beaucoup n'osent jamais s'engager. Quand entrer dans un mouvement donne l'impression qu'il faudra être irréprochable en permanence. Beaucoup préfèrent rester spectateurs, et c'est une perte immense, surtout en ces temps de lutte intense contre la fascisation de la société, où nos luttes ont besoin de monde, de beaucoup de monde, pas uniquement des personnes qui maîtrisent déjà tous les sujets et sont des militants endurcis sur le plan rhétorique et idéologique. Il y a aussi une question qui me travaille souvent. Qui décide de ce qu'est un militant suffisamment pur? Parce que les critères changent constamment. Pour certains, être de gauche passe par un antispécisme irréprochable, pour d'autres, par une abolition totale des modes de transport les plus polluants. Et bien sûr, toutes ces questions méritent d'être discutées. Évidemment que nos choix individuels ont un impact. Évidemment que nos choix individuels ont un impact. Mais pour moi, croire qu'une cohérence parfaite est possible dans une société capitaliste est illusoire. Nous vivons tous dans un système que nous combattons chaque seconde. Pour combattre ce même système, nous utilisons des technologies produites dans les conditions que nous dénonçons. Ainsi, nous dépendons d'entreprises que nous critiquons. En soi, force est de constater que nous faisons des compromis. Ces compromis, ils ne sont pas faits parce que nous sommes hypocrites, mais parce que nous devons vivre pour venir à bout du système que nous dénonçons. Le philosophe marxiste Georgi Lukács, désolé pour la prononciation, rappelait que les individus sont toujours façonnés par les rapports sociaux dans lesquels ils vivent. Il est donc impossible de se placer totalement à l'extérieur du système capitaliste tant que celui-ci organise l'ensemble de la société. C'est une idée que reprend aussi Mark Fisher dans Le réalisme capitaliste. Selon lui, le capitalisme est devenu tellement omniprésent qu'il paraît plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin de ce système. Dans ce contexte, chercher une pureté individuelle parfaite risque de nous faire oublier que notre véritable objectif reste la transformation collective des structures. Alors, tout cela ne veut pas dire que tout se vaut. C'est sûr qu'il y a une différence entre une contradiction assumée, analysée et travaillée, et un refus total de remettre en question ses comportements. C'est peut-être là que se situe, selon moi, le véritable critère du militantisme. Ce n'est pas « est-ce que tu es parfait ?» ou « as-tu déjà été contradictoire ?» mais plutôt « es-tu capable d'écouter les critiques ? Es-tu capable de reconnaître ton erreur ? Mais surtout, es-tu prêt à évoluer ?» Parce que c'est exactement ce que nous demandons au reste de la société. Alors pourquoi devrions-nous être plus durs avec nous-mêmes? Je crois aussi qu'il faut se méfier d'une forme de compétition militante. Vous savez, cette impression qu'il faudrait être le plus radical, le plus irréprochable ou le plus déconstruit. En bref, celui ou celle qui aura toujours la meilleure analyse d'une situation. Le problème, c'est que cette logique transforme parfois le militantisme en performance, comme je le disais plus tôt. Et quand la politique devient une performance morale, on cesse progressivement de construire un rapport de force. On construit à la place une hiérarchie. Or, si on s'interroge, on se rappelle vite que notre objectif n'est pas d'être les meilleurs militants, notre objectif est de changer le monde. Et ces deux choses ne sont pas toujours compatibles. J'aime aussi beaucoup une idée développée par Bell Hooks. Pour elle, la politique n'est pas uniquement une accumulation de connaissances théoriques. C'est une chose à laquelle je crois profondément. Elle pense que c'est une pratique d'amour, au sens où elle implique de croire profondément que les individus sont capables de changer. Je pense pas que ce soit une vision naïve du monde, au contraire, parce que cette vision, elle demande énormément d'exigences, parce qu'elle suppose d'accompagner les transformations plutôt que de simplement distribuer les bons et les mauvais points, et de laisser les choses telles quelles. Cette idée fait aussi écho à celle d'Angela Davis, qui rappelle régulièrement que les mouvements sociaux, ils ne peuvent pas uniquement être des espaces de dénonciation. Ils doivent aussi devenir des espaces où on apprend à construire d'autres manières de vivre ensemble. Des espaces de critique constructive. Sinon, on risque de reproduire dans nos propres organisations certaines logiques d'exclusion que nous combattons pourtant à l'extérieur, notamment celles que l'on peut observer à l'extrême droite de l'échiquier politique. Alors finalement, la question que j'ai envie qu'on se pose aujourd'hui, elle est plutôt simple. Qu'est-ce qui fait avancer une lutte? Ou plutôt, est-ce qu'on avance davantage lorsqu'on exclut immédiatement les personnes imparfaites ou lorsqu'on crée des espaces où elles peuvent apprendre, changer et devenir demain des alliés plus solides qu'elles ne l'étaient hier? Personnellement, je crois avoir trouvé la réponse. Je préfère 1000 fois un mouvement capable de transformer les gens qu'un mouvement composé uniquement de personnes déjà convaincues. Parce que si nous voulons construire une société différente, il faudra forcément accepter que cette société soit construite par des êtres humains. Et les êtres humains sont imparfaits. Nous le sommes tous, il faut se l'avouer. Moi y compris, toi qui m'écoutes y compris. Le militantisme n'est pas une identité qui nous rend moralement supérieurs. C'est une pratique. Une pratique qui demande de la cohérence, oui,
mais aussi et surtout de l'humilité, et encore plus la conviction profonde que personne n'a fini d'apprendre. Je voudrais terminer cet épisode par une distinction qui me paraît essentielle. Je sais, ça fait beaucoup, mais je pense qu'aujourd'hui, il était quand même nécessaire de citer beaucoup d'experts et de philosophes sur le sujet, et de ne pas juste me baser sur mon expérience subjective liée à la pureté militante. En effet, la philosophe féministe Sarah Ahmed, elle explique que le fait de signaler un problème ou une oppression crée souvent un malaise dans les organisations. Et ce malaise, il est parfois reproché à la personne qui le met en lumière plutôt qu'au problème lui-même. Mais pourquoi est-ce que j'en parle ici ? Parce que critiquer la pureté militante ne doit jamais devenir un prétexte pour faire taire celles et ceux qui dénoncent les violences, le racisme, le sexisme, la transphobie ou toutes les autres formes de domination et de discrimination. Il y a une différence fondamentale entre demander qu'une personne rende des comptes pour les actes réellement problématiques et attendre d'elle qu'elle ne fasse jamais la moindre erreur ou qu'elle soit parfaitement cohérente dans chacune de ses pratiques. Cette distinction, elle me semble essentielle, parce que sans elle, on risque de tomber dans l'excès inverse, celui où toute critique serait perçue comme du purisme. Alors je le répète, aujourd'hui, ma critique de la pureté militante ne vient en aucun cas justifier quelconque comportement problématique ou violence. L'enjeu avec ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est pas de choisir entre l'exigence politique et la bienveillance. L'enjeu, c'est qu'on apprenne à construire des organisations capables d'être exigeantes sans devenir punitives, capables de transformer sans humilier, mais surtout des organisations capables de faire grandir plutôt que de simplement exclure. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu as compris mon point de vue et que ça a pu te faire déculpabiliser sur les attentes qu'on a des personnes militantes sur les réseaux sociaux notamment. Si le sujet t'a fait réagir, n'hésite pas à partager ton point de vue sur Instagram ou YouTube, qu'il aille dans mon sens ou non, parce que les désaccords argumentés font aussi vivre les luttes. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi, et je te dis à dans 2 semaines dans un nouvel épisode de Juste un micro.